Destin inattendu. Des personnes ordinaires au destin extraordinaire. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Destin inattendu, une émission de Anne Lemaine à laquelle je viens parfois donner un coup de main, moi, Félix Boulet, animateur de Et nous liserons. Bonjour Anne. Bonjour Félix. Alors si je suis là, c'est parce que, une nouvelle fois, nous recevons un invité exceptionnel. Anne, je te laisse nous présenter cet invité. Alors, nous recevons pour la deuxième fois Reynald, qui est un jeune 45-46 ans. 48 pour être précis. 48 ans, qui est né à Guichen et qui est infirmier, anesthésiste, réanimateur et urgentiste, et qui est, en plus de tout ça, pour moi et pour Félix, je crois, un vrai héros, puisqu'il a fait 3 missions à Gaza. Une en 2023, une en 2024. 2 en 2024. 2 en 2024, pardon. Et une cette année. Il est rentré de Gaza il y a environ 2 semaines. On a souhaité lui poser quelques questions sur cette 3e mission. Et on va l'écouter maintenant nous raconter qu'est-ce qu'il y a eu de différent entre la 2e mission en 2024 et la 3e. Alors, juste pour préciser, Reynald, nous t'avions reçu en janvier. L'émission avait été diffusée début janvier. Tu étais en chair et en os dans les studios de Radio Laser. Là, tu n'es pas avec nous. Tu es chez toi, en famille. Tu te reposes après ce retour de la 3e mission. Alors, Reynald est donc en Norvège. Alors Reynald, raconte-nous qu'est-ce que tu as vu en arrivant à Gaza. Je vais préciser simplement que je travaille pour Médecins sans frontières. Oui. Et je vais préciser qu'on reste neutre, impartial et indépendant. Neutre, on ne prend pas parti au conflit, on ne soutient aucun des belligérants. Il faut être très précis par rapport à ça, pour que les auditoires soient bien clairs. Entre ma 2e mission et ma 3e mission, bien entendu, il y a eu 7 mois de guerre supplémentaires, donc le niveau de destruction est colossal. J'étais déjà surpris à ma 2e mission quand j'étais allé à Rafah après ma première et ma 2e mission. Rafah avait été déjà sous les bombes. Maintenant, il y a absolument plus rien. J'avais déjà dit à la 2e mission, mais là, j'ai pu le constater de mes propres yeux parce que en ressortant, c'est-à-dire jeudi il y a 2 semaines, j'ai pu traverser au sud de Rafah, ce qu'on appelle le corridor de Philadelphie entre l'Égypte et la bande de Gaza. Il y a un corridor qu'on appelle le corridor de Philadelphie. Il y a une route parallèle qui permet de sortir de la zone de combat. Et en passant cette route, on a malheureusement la possibilité de voir toute la ville de Rafah qui est complètement dévastée. C'est une ville fantôme. Et puis on voit les infrastructures militaires israéliennes pour leur assurer leur guerre. Donc oui, dans le niveau de destruction, il est phénoménal. Ce que j'ai aussi remarqué, c'est que le niveau de malnutrition, il est conséquent. On avait déjà ce problème-là en première mission en avril de l'année dernière, mars-avril. On avait commencé à mettre en place des équipes pour gérer ce souci de malnutrition, mais sur les 3 derniers mois, il n'est rien rentré, absolument pas un seul camion. Et malgré qu'il soit rentré quelques camions ou une centaine de camions pendant le cessez-le-feu, ça n'a forcément pas amélioré les choses. Il y avait déjà de la malnutrition avant, il y en avait quand il y avait à manger aussi pendant le cessez-le-feu. Et la malnutrition, ça s'en va pas au bout de quelques semaines ou quelques jours. C'est pour certains enfants ou femmes enceintes, ça prend des semaines, voire des mois pour pouvoir retrouver un état normal. Donc, je dirais destruction plus le niveau de malnutrition beaucoup plus élevé que ce que j'avais vu, et puis un niveau de fatigue de mes collègues, des gens, un niveau d'irritation aussi des gens qui est beaucoup plus élevé, quoi. Ils sont à genoux, ils sont fatigués. En août l'année dernière, j'avais déjà expliqué que on avait des ordres d'évacuation qui tombaient sans arrêt sur les 2-3 dernières semaines dans ma 2e mission. Là, c'était exactement pareil, mais depuis le 12 mai, 13 mai, il est tombé des évacuations tout le temps. Ce qui fait que quand moi j'étais en ma 2e mission en août, il y avait 40 km² où 2 millions de personnes vivaient.
là, on va se retrouver sur exactement les mêmes proportions bientôt. Il n'y a plus que 80% du territoire est aux mains d'Israël, ou en tout cas est considéré comme zone rouge, ce qui fait qu'on va se retrouver sur la même zone de 40 km² au final, avec un peu moins de 2 millions de personnes, quoi. Donc avec les mêmes soucis, mais le fait est qu'il n'y a rien qui rentre, quoi. Ça, c'est complètement différent. On aura exactement le même souci de promiscuité, des gens entassés les uns sur les autres, avec des conflits pour trouver des endroits pour vivre, pour boire de l'eau, mais pour trouver à manger, ce qui est pratiquement introuvable parce que c'est trop cher, c'est extrêmement cher. Ce qui fait que avec 3 mois de blocus total, et c'est pas les 100 camions qui sont rentrés par jour qui règlent absolument rien, c'est une farce. Et il n'y a pas de médicaments qui rentrent, il n'y a que de la nourriture, et la nourriture, elle est pillée, donc elle va pas dans les mains des gens qui en auraient besoin. Elle est prise par des gangs, ou elle est prise par des gens qui ont du pouvoir. Et donc après, c'est revendu, mais c'est revendu à des prix colossaux. Donc on est dans la même situation qu'en août l'année dernière, mais c'est pire, quoi. Il y a rien qui est rentré. Dévasté. Donc, la dévastation totale. Oui, à part Deir el-Balah, oui, le reste c'est dévasté, ouais. Ouais. Et concrètement, toi, dans ton quotidien, pendant ces 5 semaines, tu es... Non, 7 semaines cette fois-ci. Là. 7 semaines. Comment tu as fait? Parce que tu pratiques de la médecine de guerre, et là, ça devait être encore pire. Comment ça se passe avec les blessés, les enfants qui arrivent Comment vous avez géré ça? Moi, je gère des équipes sur le terrain. Donc je gère 100 et quelques personnes, des infirmiers pour la plupart. Mais là, j'étais plus en management. Mais je dois aussi mettre la main à la pâte, comme on dit, malheureusement. Mais je suis plus sur du management. Et il faudrait expliquer que la situation était tellement dangereuse pour cette fois-ci, parce que l'Israël a augmenté ses attaques qui sont imprévisibles et qui sont partout. Il n'y a pas de zone maintenant où on peut vraiment être en sécurité. Il n'avait pas forcément non plus les missions précédentes, mais tout d'un coup, le 18 mars, quand Israël a commencé à augmenter ses attaques, elles ont été beaucoup plus imprévisibles, et sans avertir les populations qu'ils allaient attaquer à tel endroit ou tel endroit. Ce qui fait que tous les jours, vous avez une centaine de morts, quoi, par bombe, ou par drone, ou par quadcoptère. C'est des petits drones qui visent des personnes. Ce qui fait que quand vous avez des gens qui arrivent dans les hôpitaux ou dans nos structures que moi je gère, donc c'est des sortes de 24/7 des cliniques, mais on a une urgence, on est obligé d'avoir on peut accueillir ce genre de personnes blessées, gravement blessées. Donc dès le premier jour où je suis arrivé, on a dû accepter vers 18h le soir une dizaine de personnes, parce qu'il y a eu une bombe qui a explosé à 500 ou 600 mètres de notre clinique, et on est en effectif réduit. Il y a simplement un médecin et 2 infirmiers, donc il faut gérer 10 personnes, dont 3 qui étaient extrêmement blessés graves, quoi. L'un des enfants avait perdu ses 2 jambes, il avait 12 ans, donc c'est des garrots d'urgence, et puis ensuite c'est de renvoyer ces patients-là, ces blessés-là, sur des infrastructures ou des institutions qui sont plus capables de gérer par la suite pour des amputations, quoi, d'urgence. Donc cet enfant-là, je ne sais pas s'il a survécu. Puis j'ai des histoires tous les 2-3 jours, c'est comme ça, ouais. Et cet enfant-là qui a été renvoyé, il risque de mourir de septicémie parce qu'il n'y a pas de médicaments. Après les amputations, il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de... Si, il y a des médicaments, mais le souci, c'est qu'on est en rupture, quoi. On commence à avoir des ruptures. C'est pas que pour nous, MSF, mais c'est pour toutes les organisations qui sont sur place. Je prendrais simplement la PAM et le World Kitchen, World Central Kitchen, qui n'ont rien à voir avec les médicaments, mais qui ont à voir avec la nourriture. Quand j'y étais, donc ça il y a un peu plus d'un mois, 1 mois et demi, le programme alimentaire mondial plus World Kitchen, Central Kitchen, qui gérait la grosse distribution de nourriture, eux, ils n'avaient plus rien, quoi. Et nous, c'est pareil, on ne fait pas des médicaments, on ne fait pas de la nourriture, on fait des médicaments et des soins, mais nous, au niveau des médicaments, c'est pareil, on commençait à serrer la ceinture, on ne peut pas voir. Donc oui, cet enfant-là, il est peut-être sauvé, il sera peut-être amputé, mais il a des grands risques d'avoir une infection, soit post-chirurgicale, ce qui est le plus gros risque, mais aussi sur des soins qu'il viendra faire dans nos cliniques, parce que ces enfants-là, il fait 2-3 jours à l'hôpital, il est recousu et puis amputé, et puis on lui donne quelques antidouleurs, mais il y a plus d'antidouleurs, ou très peu. Donc c'est des gens qui viennent après dans les cliniques que nous on gère, MSF ou d'autres, hein. Il y a d'autres acteurs sur place, il y a à peu près 70 ONG sur place.
mais MSF fait partie des plus grosses. Donc oui, cet enfant-là, il peut avoir une infection parce que à faire les soins et à vivre dans des tentes où l'hygiène n'est pas correcte, où il n'y a pas d'eau, où il n'y a pas de savon, il a toutes les chances de faire une septicémie au final et de mourir de ça quand même. Si c'est pas de mourir de ses blessures, du manque de perte de sang, parce qu'il n'y a pas non plus de poche de sang ou très peu. Dans les hôpitaux, il n'y en a plus, ou très très peu. Ou je me suis retrouvé, c'est pathétique et c'est que les gens qui donnent du sang sont anémiques. Parce que ça vous donne une idée, quoi. C'est que je suis en train de discuter avec des médecins, on dit on fait une campagne de donation, mais ils sont tous anémiques, quoi. Ils bouffent pas assez, quoi. Ils mangent pas assez, il n'y a pas de protéines, donc il n'y a pas de fer. Et donc manger du riz et du pain, c'est bien, mais c'est du glucose, quoi. Il n'y a pas de vitamines, il n'y a pas de protéines, il n'y a pas de fer, il n'y a pas de zinc, il n'y a pas plein d'électrolytes, de micro-éléments, de micronutriments qu'on a besoin pour créer de la force. Et donc, c'est bien d'avoir des hommes qui vont donner leur sang, mais ils sont tous à 8 ou 9 grammes par décilitre de sang, c'est rien du tout, quoi. Donc, on a des poches de sang qui sont pas complètement, qui font pas le boulot, quoi. C'est pas assez, quoi. Donc, c'est pour vous donner une petite idée, quoi. C'est un serpent qui se mord la queue tout le temps, quoi. Reynald, tu te souviens que lorsqu'on s'est rencontrés lors de ton interview en début d'année, en janvier dernier, tu nous sembles toujours quelqu'un de très cool, de très posé, qui prend les choses. Tu nous disais par exemple que tu dormais bien. Alors, c'est à toi que s'adresse ma question aussi, non pas en tant que Reynald et que je prends des nouvelles précises de toi, mais est-ce que c'est toujours le cas? Parce que il me semble que les personnes à qui tu viens au secours, ça les rassure un peu aussi de voir quelqu'un qui se sent, qui a l'air de se sentir bien, sûr de lui. Est-ce que c'est toujours le cas ou est-ce qu'il y a eu une dégradation? Est-ce que c'est plus difficile pour toi? Tu saisis ma question? Oui, non, pour moi ça va très bien, c'est pas un souci. Moi j'ai moyen de récupérer entre les missions et puis d'avoir une famille qui est aimante et j'ai pas le besoin de m'inquiéter pour elle. Je parlerai plutôt de mes collègues encore. Je l'avais déjà fait, mais pour moi c'est les vrais héros. Vous m'aviez dit oui, tu es un héros, mais moi c'est des vrais héros dans le sens où eux ils sont encore confrontés avec 7 mois de guerre supplémentaires, on est presque à 20 mois de guerre, où ils sont obligés d'évacuer, ils sont obligés de trouver à manger pour leurs enfants, ils sont obligés de trouver de l'eau, ils sont obligés de trouver un endroit pour vivre, et c'est des gens qui sont payés, c'est des gens qui ont de l'argent, qui peuvent acheter à manger, mais eux ils mangent qu'une fois par jour, quoi. Donc vous imaginez les gens qui ont plus de travail et qui ont plus d'argent, ils mangent pas, ou ils mangent très peu, ou ils font les restaurants populaires qui restent encore, où ils donnent un peu à manger gratuitement, mais il y a pratiquement plus rien, quoi. Donc moi je dors bien, mes collègues dorment beaucoup moins bien, quoi. Mais moi il faut, pour répondre aussi à ta question, Félix, c'est que moi je suis tellement fatigué que je m'endors mais en 5 minutes, quoi, malgré les bombardements, et parfois je me réveille quand il y a une grosse bombe qui fait secouer toute la baraque ou qu'on est obligé de dormir par terre sur des matelas de sol pour éviter d'être explosé avec les vitres qui peuvent exploser ou autre. Moi je dors, je suis harassé de fatigue, donc heureusement je dors parce que je n'arriverai pas à tenir, quoi. Donc je dors 6 à 7 heures par nuit en général, c'est pas forcément des nuits totales, mais en général je dors bien, et c'est important que je dorme bien parce que moi j'arrive avec de la motivation, du punch pour mes équipes qui eux n'en ont plus ou qu'on n'en pas, quoi. Et justement le fait de revenir, pour finir la question, c'est de revenir une 3e fois, de leur montrer qu'on tient à eux, qu'on est là pour les soutenir dans ce qu'ils vivent, qui est un cauchemar, faut être clair, puisque eux, ils voient leur population mourir petit à petit ou mourir directement tous les jours. Donc petit à petit, ça va être les enfants qui sont mal nourris ou directement, c'est les enfants ou les gens qui arrivent qui ont été blessés par balles ou blessés par des explosions. Donc eux ils sont exposés à ça pratiquement tous les jours, et puis dès qu'ils sortent de la clinique ou de l'hôpital, ils sont encore exposés à ça. Il y a que ça, il y a que de la destruction partout, c'est un enfer. Donc moi il faut que je réussisse
arrive à prendre une distance par rapport à ça pour éviter d'être trop émotionnellement investi pour justement rester rationnel dans ma façon de travailler avec eux et pas être dans l'émotion. Moi, je dois rester pro, quoi, et puis que eux, ils restent pro aussi dans ce qu'ils font, quoi. Et tes collègues nationaux actuellement, bon, toi tu es reparti, il y a un petit groupe qui a dû repartir il y a 15 jours, mais est-ce qu'il y a d'autres humanitaires de Médecins sans frontières qui peuvent rentrer ? Comment ça se passe aujourd'hui ? Non, moi, quand je suis rentré en début avril, étant donné que les attaques d'Israël étaient de plus en plus dangereuses, et avait même visé la Croix-Rouge ou avait visé les bureaux des Nations Unies en tuant deux humanitaires des Nations Unies quand même, enfin un humanitaire plus 2 blessés français d'ailleurs, et attaqué la Croix-Rouge, c'est que le MSF, Médecins sans frontières, ça a dit on réduit nos équipes au minimum, quoi, pour éviter d'être surexposés. Donc quand moi je suis rentré, j'ai attendu 2 semaines en stand-by ici en Norvège avant de pouvoir rentrer, mais ils voulaient simplement un âme, c'est-à-dire un qui allait gérer tous les infirmiers de MSF pour MSF Espagne. Il y a 3, j'avais déjà expliqué, il y a MSF Paris, il y a MSF Belgique et puis il y a MSF Barcelone qui sont sur place. On gère pas les mêmes équipes. Moi, je gère que les équipes infirmières de MSF Barcelone, ce qui fait un peu plus de 100 personnes sur 350. Donc, moi, j'étais en stand-by, je suis rentré, mais normalement, on devrait être 7 pour le boulot, qu'on était 2 à faire, quoi. Donc, on était ce qu'on appelle un medical coordinator, qui était une infirmière aussi, qui avait 20 ans d'expérience avec MSF. Moi, j'en ai que 4, hein. Donc c'est une grosse différence. Mais moi, j'avais l'expérience de Gaza 2 fois déjà. Et je connaissais bien les équipes. C'était sa première mission. Donc, on a dû travailler tous les 2, mais on devait gérer le gap de 7 personnes parce que il y avait un projet à l'hôpital de Khan Younis, qui fait la une tout le temps en ce moment, Nasser, qui a été sous attaque à plusieurs reprises ces dernières semaines. Il fallait rouvrir les activités là, et puis il fallait rouvrir les activités de nos centres, nos cliniques. Mais normalement, c'est 2 équipes différentes. Il y a un NAM, un Nurse Activity Manager pour l'hôpital, et un Nurse Activity Manager pour les cliniques. Et il y a pareil, il y a ce qu'on appelle un PMR, un Project Medical Referent. C'est quelqu'un qui coordonne les différentes activités médicales dans des 2 endroits. Donc c'est les médecins, les psychologues, l'équipe de promotion santé. Donc c'est cette personne qui coordonne ça. Mais là, on n'était que 2, donc on s'est retrouvé, moi avec ma connaissance du terrain et la connaissance des gens, de gérer 5 tafs, quoi, 5 positions, quoi. Parce que j'étais aussi manager pour les sages-femmes. Moi, j'y connais rien là-dedans, quoi. Donc il fallait simplement gérer la façon dont on travaillait, gérer les calendriers et tout. Donc, pour répondre à la question, parce que j'ai fait une réponse longue, c'est que on envoie le minimum de personnes pour éviter d'être surexposés. Parce que les médicaux, ils vont sur le terrain tous les jours. Moi, quand je suis arrivé, ils étaient que 5 ou 6 encore. Enfin, ils allaient vider. Donc, ils étaient 9 quand on est rentré. Ils en ont vidé 4. On s'est retrouvé, au final, on s'est retrouvé 6. À ce moment-là, quand vous videz, ceux qui restent ont beaucoup plus de boulot, quoi. Et les médicaux, comme ils sont surreprésentés dans ce genre de mission, il n'y en a plus que 2 pour gérer 7 postes. Donc, on s'est retrouvé avec une quantité de travail assez colossale, quoi. Ce qui fait que, malgré tout, moi, je pouvais pas être sur le terrain. J'étais sur le terrain tous les jours, mais j'étais pas hands-on, c'est-à-dire que je soignais pas directement les patients parce que j'avais pas le temps de faire ça. J'avais des équipes qui sont capables de le faire. Et puis après, je vous ai déjà expliqué que moi, je parle pas arabe, donc des fois, il faut parler avec les patients. Il faut pouvoir les rassurer. Quand quelqu'un s'est pris une balle dans le bras et qui crie, qu'il appelle, et qui pleure, il faut pouvoir lui parler. Moi, je peux pas lui parler. Donc, je vais laisser l'équipe faire le boulot et puis je vais être en backup pour donner du matos ou gérer des façons de faire, quoi. Mais je vais pas directement faire du soin où il faut pas avoir une dualité avec le patient. C'est complètement différent. Tu as dû avoir créé des liens avec les collègues nationaux très 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 forts pendant cette période. Oui, je l'ai déjà fait sur la 2e période, mais là, oui, c'est encore plus fort. Et puis surtout, comme je disais, que je reviens après une 3e période, sur une 3e mission où je les connais, ils me connaissent d'avance. Beaucoup, je les ai recrutés dans les infirmiers. J'ai fait les deux grandes campagnes de recrutement. Donc, j'ai recruté pratiquement 60 à 70 personnes
en tout. Donc je les connais extrêmement bien parce que j'ai lu leur CV, je les ai eu aux entretiens, j'ai commencé à les briefer sur le terrain, j'ai fait ce qu'on appelle du bedside training, je les ai entraînés sur le terrain également, et je les ai supportés pour ce qui est des chefs de service, je les ai supportés, je les ai aidés à faire le boulot sur la première mission. Donc tout ça, oui, ça crée du lien. Et puis ils savent aussi, ils savent le risque que moi je prends quand tous les jours je prends avec un chauffeur la voiture pour aller sur le terrain. Et je suis exposé comme eux à n'importe quelle bombe qui va tomber à n'importe quel moment, quoi, à n'importe où. Ça, j'ai aucune garantie que ça va pas m'arriver. Donc oui, il y a un lien très fort qui est créé, et puis le fait est que quand ça pète tout autour, on est tous dans la même casserole, quoi. On ne sait pas à quelle sauce on va être mangé, donc oui, il y a un lien fort qui est créé parce qu'on est en danger tous, quoi. Donc on se serre les coudes, et puis faut pas perdre le cap. Donc moi, dans ces cas-là, je dois m'assurer que les équipes vont bien, et puis que surtout quand elles ont eu des gros coups, donc quand je parlais de 10 patients qui arrivent ou 20 qui arrivent avec des images affreuses qu'on voit ou qu'on vit, ou des moments affreux, parce que gérer 10 à 20 patients quand vous n'êtes que 3, et que 3 ou 4 patients sont à l'article de la mort, c'est extrêmement stressant. Et ça laisse des marques. Donc après, il faut que moi, je puisse essayer de faire verbaliser avec mes collègues, ou en tout cas leur donner la chance ou la possibilité de pouvoir discuter de ça, quoi. Parce que on a des psychologues, oui, mais les psychologues, ils sont aussi traumatisés. Ils vivent la même chose que nous, quoi. Donc moi, le fait que j'ai vu le travail qu'ils ont fait, comment ils l'ont fait, les nécessités de leur donner 24 heures ou 48 heures de pouvoir analyser, de processer toute la chose, et puis d'après de rediscuter avec eux directement par coup de téléphone ou sur un message WhatsApp pour leur dire que je pense à eux, et puis de les mettre en valeur devant toutes les équipes sur les groupes WhatsApp où je mets toujours en valeur que les mettre en valeur pour qu'ils soient vus, reconnus, et que leur travail a du sens, et puis qu'on sauve des vies, quoi. Au final, on fait le boulot, quoi. On sauve des vies que d'autres essayent d'éliminer, quoi. Voilà. Merci Reynald. Nous nous retrouvons tout prochainement pour la suite de cette interview. Merci à vous toutes et à vous tous, nos auditrices et nos auditeurs sur Radio Laser.